Et l'on plonge cette semaine dans une enquête qui n'a finalement peut-être officiellement jamais commencé. L'enquête sur la disparition de Tiphaine Véron, c'était le 29 juillet 1998. Une enquête que les Japonais peinent à investir pleinement. Du coup, eh bien, c'est la famille de Tiphaine qui a pris le relais et qui, depuis 7 ans, s'est substituée en enquêteur. Damien Véron, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le frère de Tiphaine. On vous salue en toute votre famille, Sybille, vos parents, tous ceux qui se battent pour savoir la vérité pour Tiphaine. Vous allez nous raconter ce long combat. Vous êtes aussi l'auteur de cet ouvrage, justement, avec Sybille, votre autre sœur, Tiphaine, où es-tu, chez Robert Laffont. À vos côtés, Marie-Astrid, bonjour. Vous êtes la compagne de Damien et tous les deux, vous revenez tout juste du Japon, où vous avez tenté d'en savoir plus et vous allez nous apporter des éléments concrets aujourd'hui qui changent tout dans cette affaire. D'abord, il faut parler de Tiphaine parce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs ce qui s'est passé, qui était Tiphaine. Au printemps 98, c'est une jeune femme heureuse parce qu'elle va réaliser son rêve, Tiphaine. Elle va aller au Japon. Ça fait très longtemps qu'elle a envie d'y aller. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Tiphaine? C'est votre album de famille qu'on va feuilleter. C'est une jeune femme réfléchie, c'est une jeune femme heureuse, c'est une jeune femme qui a la tête sur les épaules. Mais tout à fait, Tiphaine. Alors en plus, c'est une jeune femme passionnée. C'est une jeune femme qui est amoureuse de la culture japonaise en l'occurrence. Et donc ce voyage au Japon, donc en 2018, elle l'avait préparé avec nous, à nos côtés, dans la maison familiale, et vraiment à nous communiquer son enthousiasme. Et puis on a appris avec elle tout ce qu'elle souhaitait faire, puisque l'objectif de Tiphaine, c'était aussi de nous faire partager son voyage. Parce que vous êtes, et on le voit notamment grâce à vos photos, une famille soudée, une famille où on se parle, où on se suit, où on partage les bonheurs et les malheurs ensemble. Ah, exactement, on est très soudés, on est tous les 4 assez proches, puisque du premier, de l'aîné, je suis l'aîné, à Stanislas ce dernier, 6 ans nous séparent. Donc c'est très proche, donc ça nous a aussi donné une vraie cohésion familiale et effectivement, donc peut-être des disputes parfois, mais aussi beaucoup d'amour. Comme dans une famille, c'est ce qui vous fait tenir aujourd'hui, c'est cette année de combat dont on va parler. Tiphaine, elle prépare donc son voyage, c'est très organisé, hein. Elle s'est préparée des étapes, ça va très bien démarrer, elle va vous donner des nouvelles au fur et à mesure de ces premières étapes. Et puis, fin juillet, elle va arriver à Nikko. Nikko, pour schématiser un peu, c'est au nord de Tokyo, hein, c'est au-dessus de Tokyo. Pour comprendre un peu ce qu'est Nikko, on va pouvoir s'appuyer, Marie-Astrid, sur les photos que vous avez faites. Parce que pendant ce voyage, vous avez exercé vos talents de photographe et on va découvrir vos photos et ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Nikko? C'est quoi ce village? Est-ce que c'est un village dangereux? Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes? On voit tout ça avec vos photos, Marie-Astrid. Alors c'est un village, bon, c'est sûr c'est très différent de Tokyo parce que ça ressemble effectivement plus à un village, il y a beaucoup de nature, c'est plutôt paisible, il y a des touristes sur des zones qui sont très localisées, donc les Kamanga-Fuji Abyss par exemple, mais il y a aussi certaines zones dans lesquelles il y a des touristes qui vont aller et qui sont très peu accessibles finalement. Et c'est ce qu'on a pu observer. Enfin, moi, j'ai pu découvrir ça en étant sur place. Nikko, ce petit village donc, où se trouve le 28 juillet et le 29 juillet Tiphaine. On va reprendre le 28 juillet, sa journée se passe normalement, on va le voir tout à l'heure d'ailleurs avec les nouveaux éléments que vous produisez dans cette enquête. Le 29 juillet au matin, qu'est-ce qu'on sait exactement de son emploi du temps? On sait qu'elle se réveille dans l'hôtel où elle loge. Cet hôtel d'ailleurs, on va le voir, c'est le Turtle Inn, c'est un peu l'hôtel de référence de Nikko, avec une devanture orange très caractéristique. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il a été repeint. C'est le grand hôtel en gros de ce petit village de Nikko. On sait qu'elle est là, on sait qu'elle se réveille. Elle va voir du monde même le matin? Oui, elle prend son petit déjeuner avec des touristes allemands et français. Donc on a pu avoir des éléments et surtout, vous l'avez dit, on l'a mené l'enquête dès le début, on a pu directement avoir des discussions avec les personnes qui l'ont vu. Donc ça nous a permis, surtout par Sybille, hein, qui aussi a fait un gros travail d'investigation, de pouvoir, entre guillemets, faire des auditions et de comprendre ce qu'ils avaient pu dire à Tiphaine, quel était son programme. Et effectivement, son programme, c'était bien les musées. Comment vous apprenez sa disparition? Ça a été très brutal, parce que dès que Tiphaine est arrivée à Nikko le 28 juillet, elle nous a tout de suite envoyé des vidéos, elle était ravie, elle nous expliquait son programme, et dès le 29, plus aucune nouvelle. Donc on s'est vraiment inquiété, et finalement c'est le 1er août, où là on a eu un message de l'ambassade nous expliquant que Tiphaine avait disparu, et là en fait on s'est dit non mais on comprend, notre inquiétude grandissait, on essayait de se rassurer, mais on a tout de suite évidemment compris que quelque chose de grave s'était passé, et 3 jours après on était à Nikko pour commencer à la rechercher.
Tout s'est produit donc ce 29 juillet. Évidemment, les enquêteurs japonais vont se mobiliser au début, ils vont venir, ils vont lancer une enquête et ils vont livrer une première version en disant Tiphaine est sortie par la porte arrière de l'hôtel, il y a un cours d'eau pas loin et elle a dû se noyer et être emportée par le cours d'eau. On regarde ces images, ce sont les vôtres, Marie-Astrid. Ça, c'est l'arrière de l'hôtel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça ressemble ? Alors, derrière l'hôtel, en fait, on est directement quasiment en pleine nature. Voilà, on le voit tout de suite, il y a beaucoup de végétation. Au milieu de tout ça, il y a plein de sangsues, donc ça donne pas du tout envie d'aller se promener là-bas. Et effectivement, derrière ça, il y a la rivière. Et pareil pour la porte arrière, en fait, on l'a vu au tout début des images, c'est une toute petite porte qui est très haute, et ensuite il y a 3 petites marches qui séparent de cette partie végétalisée. Donc c'est pas une porte qu'on va prendre logiquement, surtout pas en tant que touriste. En plus, Tiphaine était apparemment plutôt réservée, donc ça collait pas avec son tempérament. Ça accrédite vos doutes tout de suite sur cette enquête menée par les Japonais, sur le fait que cette hypothèse qu'elle soit sortie par l'arrière de l'hôtel soit quand même assez peu vraisemblable. Vous allez mener des années de combat. Il va y avoir, parmi les actes d'enquête qui seront faits quand même, grâce à vous et à votre travail, un passage au luminol de la chambre d'hôtel de Tiphaine. Alors on rappelle, le luminol, c'est ce produit qu'on passe sur une potentielle scène de crime. On va passer ce produit, on va mettre une lumière bleue, on va voir s'il y a des traces de sang. Il y a des traces de sang, sauf que vous n'aurez jamais les résultats. Mais tout à fait, ça reste en suspens depuis longtemps. D'ailleurs, la justice française a envoyé plusieurs commissions rogatoires internationales pour justement avoir les résultats de ce qui a été fait. Sauf qu'il semblerait déjà qu'il n'y ait pas eu une expertise, en tout cas pas de prélèvement qui a été effectué sur ce mur. Donc ça, c'est un vrai problème. Et en plus, le minimum qui a pu être fait n'a jamais été communiqué. Donc effectivement, tout ça, c'est un drame. Et vous l'avez dit aussi, l'avancée du rapport sur l'application Google est aussi une avancée majeure. Alors on va y venir, parce que c'est le nouvel élément que vous produisez et que vous avez montré aux enquêteurs japonais il y a quelques jours quand vous étiez au Japon. On rappelle donc qu'il y a cet hôtel avec la sortie arrière assez peu vraisemblable, qu'il y a des traces de sang dans la chambre. Et puis, vous avez demandé, vous avez sollicité un mathématicien spécialiste dans les questions de géolocalisation et qui a retracé le parcours de Tiphaine. Cet élément, il est majeur. On va le regarder en 2 temps pour bien comprendre. On explique à nos téléspectateurs que la géolocalisation, elle se fait avec des points. Les points rouges, ce sont les points où on est sûr que Tiphaine est passée. Les points jaunes, les points oranges, ce sont ce qu'on appelle des points de perdition, des points où il y a très peu de chances qu'elle soit passée par là. Ce qu'on voit là, c'est la vidéo de la veille au soir. Tiphaine est sortie, on l'a vu avec ses trajets rouges, et puis le soir, eh bien, elle se localise dans son hôtel, elle est rentrée pour dormir. La vidéo qui change tout, c'est celle du lendemain matin, celle qu'on va regarder maintenant. On voit le lendemain matin, les points jaunes, c'est la thèse des Japonais. Elle serait à la rivière. Ça n'est pas possible, ce sont des points de perdition. En l'occurrence, il y a un point rouge, on va le voir juste derrière. Ce point rouge, il se resserre au fil des heures de la matinée. Tiphaine n'a donc, Damien, jamais quitté l'hôtel. C'est l'information essentielle. Alors nous, évidemment, on avait déjà fait un gros travail avec tous ceux qui nous ont appuyés au cours de l'enquête. On se doutait qu'effectivement Tiphaine n'était pas sortie. Mais on avait besoin que quelqu'un puisse l'affirmer. Et c'est ce qui s'est passé, parce que effectivement, vous avez raison, la police de Nikko explique que Tiphaine est tombée derrière l'hôtel, enfin dans la rivière derrière l'hôtel, et ils insistaient aussi du fait que l'hôtelier ait vu Tiphaine sortir par devant le dimanche matin. Et en fait, c'est impossible. Et donc le problème, c'est que lorsque j'ai rencontré la police à Nikko, en juillet dernier, ils insistaient sur le fait que Tiphaine était bien sortie par devant, que l'hôtelier disait la vérité, selon leurs termes, donc c'est pas très professionnel, parce que c'est juste un ressenti. Et en fait, ils se sont un peu bloqués, puisqu'en fait, quand on leur a donné le rapport, on a dit, mais vous voyez, c'est impossible qu'elle soit sortie devant. Donc ils n'étaient pas forcément contents, puisqu'on remettait un petit peu, ils considéraient qu'on remettait leur travail en cause, sauf que c'est pas du tout ça. Au contraire, on leur a dit, mais on vous apporte un élément pour enfin que vous puissiez auditionner et arrêter le principal suspect. Comment ils réagissent quand vous leur montrez ça? Vous nous l'expliquez là à l'instant. Ils se braquent, ils vous disent on n'y croit pas, ils vous disent c'est faux. Ils se sont braqués. Moi, je leur ai dit, attendez, le but, c'est évidemment pas de vous mettre en porte-à-faux, mais de vous offrir une possibilité d'action. Donc, ils se sont un peu calmés, sauf que le problème, le drame qui est intervenu 2 semaines après, c'est qu'ils ont expliqué à une journaliste française à qui ils se sont exprimés qu'ils avaient déjà les points Google, qu'ils avaient déjà analysés, qu'ils étaient au courant de ce rapport. Or, là, c'est un tournant qui est dramatique, puisqu'ils nous ont jamais demandé les points Google, donc ils n'ont pas pu analyser. Donc ça veut dire que là, on est vraiment en flagrant délit d'inaction.
Là, ils le montrent qu'ils ne vont rien faire. Donc là, c'est dramatique. D'inaction et peut-être plus. Parce que quand on reprend les différents éléments, Tiphaine qui ne sort pas de cet hôtel, le sang dans la chambre d'hôtel, des versions changeantes de l'hôtelier, on peut, à minima, avoir des doutes et des questions sur les différentes versions que livre l'hôtelier. Ah, maintenant, on commence à être inquiet, oui. Parce que si vous voulez, jusqu'à présent, la police n'a jamais communiqué sur les éléments d'enquête. Donc c'était compliqué de pouvoir comparer. Sauf que là, ces éléments, c'est nous qui les avons. Donc la réponse de la police de Nico nous inquiète pour ça. Parce qu'on s'est dit, mais... Pourquoi ne vont-ils pas plus loin avec l'hôtelier ? Mais on s'interroge. Effectivement, l'hôtelier est très proche de la police. C'est un policier volontaire ? Il est policier volontaire. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on parle de lui, ils expliquent que c'est un homme bien, qu'ils le connaissent bien. Enfin, c'est plus des éléments subjectifs que véritablement objectifs. Donc j'espère que finalement, ils ne perdent pas un peu de lucidité du fait que ce soit un de leurs amis ou de leurs collègues. Donc ça, on s'inquiète. Et c'est pour ça aussi, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on a lancé une pétition, mais aussi qu'on demande que ce soit la police de Tokyo qui puisse intervenir. On va revenir sur ce point-là parce qu'il est crucial, vous avez raison, il est très important. Sur l'hôtelier, peut-être encore un mot, parce que vous l'avez croisé quand vous y étiez. Marie-Astrid, là encore, on va revoir vos images, parce que, curieusement, en tout cas, comme par hasard, l'hôtel a changé de couleur cette année. On est dans la rue là, de l'hôtel, et regardez, il a été repeint en noir. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? On se pose la question parce que c'est vrai que ça fait longtemps que l'hôtel est pointé quand même du doigt. Apparemment, le orange était sa couleur préférée. Tu m'as dit même que sa voiture était orange, je crois. Et puis, il y a une annexe de cet hôtel qui était de la même couleur, donc il était très visible. Et là, il a été peint en noir. Alors, la question, c'est est-ce qu'il essaye de se dissimuler un petit peu ? Moi, je trouvais ça plus lugubre qu'autre chose, mais c'est très personnel aussi. Et oui, l'hôtelier... il a un comportement un peu distant, mais à savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il est mal à l'aise de la situation ? Mais c'est vrai que quand il nous croise en souriant, il nous dit bonjour en souriant, je trouve ça un petit peu étonnant. Quelqu'un qui est acculé. Tous ces éléments, évidemment, ils devraient faire bouger les enquêteurs japonais, et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il faut donc enclencher une action supplémentaire. C'est ce que vous faites, vous venez de nous le dire. Il y a 48 heures, vous avez lancé une pétition sur mesopinions.com. Près de 20 000 signatures en 48 heures. Et ce dimanche, vous lancez un appel. Vous lancez un appel au président de la République, parce que c'est lui, désormais, qui peut, le seul, faire bouger les choses. Oui, il y a eu, voilà l'image d'Emmanuel Macron qui salue la main de Shinzo Abe. À l'époque, Sibylle avait interpellé les deux chefs d'État pour leur dire qu'on avait besoin de leur aide. Et Emmanuel Macron avait été à la hauteur. Enfin, vraiment, on le remercie, parce qu'il avait pris l'affaire de Tiphaine vraiment... il l'avait pris de manière sérieuse. Il avait directement appelé Shinzo Abe à l'époque. Donc on sait qu'on peut compter sur Emmanuel Macron. Là, on compte vraiment sur lui, puisqu'on a un élément qui montre qu'il ne va rien se passer. Qu'est-ce que vous lui demandez aujourd'hui ? Il y a plusieurs choses. Déjà, nous, on aimerait pouvoir être reçus pour expliquer quels sont les points de blocage, directement de face à face, qu'il puisse aussi interpeller directement le Premier ministre japonais pour dire qu'il est temps qu'une enquête soit ouverte. Mais surtout, c'est l'élément important, c'est qu'on aimerait que ce soit la police nationale. Vous avez une police nationale qui existe au Japon, qui puisse, elle, enquêter de manière complètement objective. Et donc, on sortirait de l'enquête menée, de l'enquête locale, menée sur place, puisque là, vous l'avez dit tout à l'heure, on s'interroge de l'objectivité de cette police de Nico. Appel solennel lancé sur ce plateau à Emmanuel Macron pour que les choses bougent. Dans votre affaire, il y a eu un tournant aussi, c'est le pôle des affaires non élucidées de Nanterre qui a repris votre dossier. Ça fait, je pense, 7 ans, depuis le début, que je suis votre affaire. Oui. Et on se parle régulièrement. Il y a des années où il se passe des choses, comme la reprise en main par le pôle de Nanterre. C'est un espoir considérable. Puis il y a des années où il se passe moins de choses. L'année dernière a été une année difficile. Vous étiez à deux doigts l'année dernière de baisser les bras, si je peux le dire comme ça, parce que ça devenait lourd, très lourd. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, effectivement, il y a eu des moments difficiles. Et puis c'est vrai que je vous remercie parce que vous suivez l'affaire depuis le début. Donc c'est important d'avoir le soutien... votre soutien, le soutien des journalistes, c'est essentiel. Oui, parce qu'à un moment donné, vous avez beau tout porter, quand rien ne bouge, c'est difficile. Surtout que concernant le pôle, évidemment, c'est une chance inouïe que le pôle ait repris l'affaire de Tiphaine. Sauf que le problème, c'est que rien de France n'a pu être trouvé, d'éléments forts, et maintenant tout se passe au Japon. Et là, justement, vous avez une commission rogatoire internationale qui est en ce moment même au Japon, et qui semble bloquée. En tout cas, je ne sais pas, mais en aparté, la police de Nico m'a bien dit que, par exemple, le pôle demande que les 800 heures de caméras vidéosurveillance soient envoyées à la France. Eux, ils m'ont dit, pendant la réunion, on les enverra jamais. Donc c'est aussi l'importance qu'Emmanuel Macron, notre président, puisse nous appuyer. Puisque, si vous voulez, il y a un double enjeu, c'est que la police bouge, mais aussi que la justice française puisse obtenir des éléments. Comment
tient votre famille? Parce que vous avez monté, je le précise, une association pour aider les familles de Français qui ont perdu un proche à l'étranger, parce qu'on voit toute la complexité que ça peut être, notamment quand les autorités locales n'y mettent pas forcément une très bonne volonté. Comment votre famille, à vous, elle tient? C'est impossible d'arrêter le combat pour la vérité? C'est impossible ce serait lâcher Tiphaine que d'arrêter? Oui, mais la chance qu'on a, c'est que je le vois avec Marie-Astrid qui m'a rejoint, qui pendant 6 mois, on s'est battu pour faire avancer les choses, mais tous les gens qui nous entourent, nos familles au sens large, on est énormément de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc en fait, tout cet amour, parce que c'est un combat d'amour, hein, le combat pour retrouver Tiphaine, tout ça, le fait de fédérer, je vous assure qu'on s'en portait. Et puis surtout, l'élément essentiel, c'est que quand vous avez un suspect qui n'a jamais été interrogé et qui peut vous mener jusqu'à Tiphaine, là, ça vous donne une énergie, ça décuple vos forces. Vous vous dites quoi chaque matin? Eh ben, je réfléchis toujours en me disant quelle va être la prochaine solution pour que les choses puissent avancer. Oui, c'est ça, on cherche les prochains leviers pour justement essayer de trouver la vérité. Mais là, on a un levier essentiel. Donc c'est pour ça qu'on se dit, là, il faut vraiment y aller, c'est maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau d'Histoire criminelle. On va continuer à suivre ce dossier. Appel lancé au président de la République, la pétition maisonpignon.com pour soutenir cet appel. On espère que les choses vont bouger et j'espère vous recevoir avec des nouveaux éléments bientôt. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau et on continue évidemment à suivre ce dossier.